Donc effectivement, 25 ans d'exercice de la psychologie, une très 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 forte envie d'aider chacun de mes patients et beaucoup de points de butée, surtout issus de l'université de Montpellier, orientés très psychanalyse. Et donc un jour, grâce à mon deuxième enfant qui a eu plein de problèmes à la naissance, je découvre le neurofeedback et toute ma vie bascule, et donc je bascule du côté des neurosciences. Ce qui fait que depuis 11 ans, je pratique le neurofeedback. Je suis devenue formatrice pour tous les nouveaux praticiens, puisqu'il ne faut pas de diplôme particulier pour exercer le neurofeedback dynamique, quand bien même il faut quand même savoir un petit peu accompagner les gens, mais vous allez voir, peut-être ça vous parle chez Dell, mais toute l'expertise est dans le logiciel. Ce qui fait de moi une super douée en technologie informatique. C'est une vraie reconversion. Comme vous l'avez dit les uns et les autres, là, quand on a demandé un petit peu ce qui vous amenait, on utilise notre cerveau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Vous savez très bien qu'il ne s'arrête jamais. Et pour autant, on n'en connaît pas suffisamment, en tous les cas pas grand-chose, sur comment ça marche et comment l'aider à faire en sorte qu'il fonctionne mieux et que le poisson rouge qui fait le tour du bocal arrive à se souvenir mieux, se concentrer mieux, être plus zen, être plus créatif, être plus joyeux, être plus. Donc c'est devenu mon métier, je m'appelle Madame Plus. Et j'adore accompagner les personnes dans les découvertes de... Et donc, je voulais vous amener à tester votre mémoire, quelques toutes petites expériences pour démarrer. Donc, je vais vous lire les chiffres que vous voyez ici, et puis je vais les faire disparaître, et donc je vous demande d'essayer de les retenir. 7, 2, 9, 4, 6, 1, 8, 3, 5, et normalement, ils disparaissent. Bon. C'est pas grave. Est-ce que vous avez l'impression de pouvoir restituer tout ou partie de ces chiffres? 4. 7, 2, 9, 4 chiffres, 7, 2, 9. Allez, 9 en ayant triché. 9 en ayant triché comment? 729, 461, 830. Ok. C'est pas de la triche, ce sont des stratégies d'adaptation et de... La mémoire de travail a été quelque chose qui a été beaucoup étudié, puisque la plupart d'entre nous, l'âge avançant et la stimulation des nouveautés à apprendre qui se font moindres, on finit par perdre un petit peu de la mémoire. Et puis il y a beaucoup le sommeil qui rentre en ligne de compte, puisque vous devez savoir quand même que le sommeil est la base numéro 1 de la récupération et des mises à jour de nos cerveaux. Donc à partir du moment où le sommeil commence à se dégrader, on a de plus en plus de troubles de la mémoire, troubles de la concentration, troubles de l'humeur et autres joyeusetés. Vous avez cet exercice-là qui consiste en 10 secondes seulement à nommer la couleur et non le mot qui est écrit. C'est très dur, mais est-ce que vous arrivez quand même au moins au bout de la 3e ligne? Ok, bon, on a passé les 10 secondes. Mais vous voyez comment il est très difficile d'arriver à se concentrer quand on a en plus quelque chose qui vient nous brouiller l'esprit, puisque là, on fait exprès de vous mettre face à une double contrainte d'un mot écrit. Et la plus grande découverte que j'ai faite sur le cerveau, c'est le pilote automatique, c'est-à-dire que notre cerveau a appris en premier lieu à lire. Si vous aviez été à l'école pour savoir nommer toutes les couleurs toute votre vie, vous sauriez plus facilement faire le 2e exercice. Mais comme vous avez appris à lire et à lire vite, votre cerveau, automatiquement, lui donne une tâche, peu importe la consigne que je vous donne, il va chercher à lire. Et le vrai gros défaut de nos ordinateurs personnels, c'est d'être rapidement en mode automatique, et ce pilote automatique, il y a peu de choses qui permettent de le faire, ce qu'on appelle hacker le système, pour arriver à ce que votre cerveau puisse revenir sur ce qu'il sait faire.
Et c'est là qu'on est très 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 surpris avec le neurofeedback, c'est qu'il y a plein de choses que vos cerveaux savent faire, et c'est juste là quelque part, dans des petites sous-couches, et il y a quelque chose qui s'est mis en pilote automatique qui ne vous donne plus accès à toutes ces fonctions-là que vous avez. Des expériences sur le cerveau, nous en avons à foison, mais lequel a raison sur les histoires de perspective? Évidemment, il y en a un qui en voit 3, l'autre qui en voit 4, c'est comme le 6 à l'envers, on voit 9, tout est une histoire de point de vue. Et dans nos sociétés à l'heure actuelle, nous sommes énormément formatés sur les points de vue que nous devons avoir sur les choses et sur nous-mêmes, et sur qu'est-ce qui est bon ou pas bon. Et donc, avoir des trous de mémoire, par exemple, est quelque chose de très sain, de très naturel, à condition que ce soit des choses que le cerveau n'utilise plus, qu'il n'a plus besoin de s'en rappeler. Alors, ne plus savoir où l'on a mis son téléphone, ses clés, c'est autre chose, parce qu'on en a besoin tous les jours, mais il y a beaucoup de souvenirs que nous n'avons pas à garder en mémoire, sinon ça viendrait encombrer la mémoire vive et ferait dysfonctionner d'autres fonctions du cerveau. Donc il y a plein de choses que nous savons et ne savons pas, ou que nous savons moins, que nous avons cru savoir, et puis que des expérimentateurs ont découvert que c'était totalement obsolète. Et donc, notre cerveau ne perçoit absolument pas la réalité telle qu'elle est, et nous filtrons les informations en permanence. L'exemple de l'attention sélective, vous changez de voiture, vous avez une voiture de telle marque, elle est rouge, du jour au lendemain, vous allez voir toutes les voitures de la même marque rouge. Si vous êtes enceinte, vous allez voir des femmes enceintes partout. Si vous faites la boule à zéro, vous allez voir tous ceux qui ont la boule à zéro. C'est l'attention sélective. Je ne sais pas si vous connaissez, mais là je ne peux pas lancer la vidéo qui est sur internet, l'expérience du comptage de ballons avec des basketteurs qui ont des t-shirts blancs, des t-shirts noirs, vous voyez ça, et on vous demande de compter des ballons et des passes qui se font entre les joueurs. Il y a plein d'autres choses qui changent en arrière-plan. Si vous voulez, on vous mettra le lien que Valérie vous enverra, mais je vous laisse découvrir les surprises. Mais quand on est focalisé sur le comptage de ballons, on ne voit absolument pas des choses énormes qui se passent dans la scène. Et donc ça, ce sont les premières en psychologie expérimentale. Alors moi, je suis du côté de la psychologie clinique et de la thérapie, mais en psychologie expérimentale, on a beaucoup testé comment fonctionne le cerveau et comment fonctionnent nos enfants, divers et variés dans les apprentissages. De nos jours, on a quand même beaucoup plus de choses plus adaptées pour eux que à notre époque, parce que je pense qu'on est presque tous... Oh, il y a quelques jeunes. Que des jeunes, c'est vrai. De toute façon, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes jeune, puisque vous avez décidé de faire le pas, de vous mettre en action pour venir dans la salle malgré le replay, et de laisser place à votre curiosité. Donc bravo d'avoir fait cette action qui sera certainement le début de grands changements pour vous. Donc le cerveau, c'est un ordinateur avec des sauvegardes, des mises à jour, des défragmentations. On télécharge des nouveaux logiciels. Si vous vous mettez à apprendre le japonais, la guitare, certains qui découvrent complètement la sculpture. Moi, j'ai plein de patients qui se remettent à avoir envie d'essayer plein de choses. À chaque fois que vous avez une nouvelle expérience, du style une conférence, cela va modifier l'architecture neuronale de votre cerveau. Après, évidemment, si vous vous en servez et si ça revient régulièrement, ça va laisser des traces à long terme, et sinon, bah, ça va effectivement certainement disparaître. Mais plus vous êtes en train de créer des nouvelles routes en apprenant des choses nouvelles, parce que vous rencontrez des nouvelles personnes, vous allez voir une pièce de théâtre, vous allez lire un livre, etc., plus vous maintenez votre cerveau en bonne santé. Les relations sociales en font grandement partie, et on a bien vu comment, avec les confinements successifs, ça a amoindri aussi les capacités de notre cerveau. On sait très bien en informatique que quand un système ralentit, ce n'est pas le processeur, mais c'est tout ce qui tourne en arrière-plan. Et souvent, les patients, quand ils sortent de séance et qu'ils reviennent la fois d'après, ils me disent « Oh, mais j'ai une place folle dans mon cerveau, qu'est-ce que je vais faire de toute cette place ?» Et donc, moi, j'ai l'impression que mon métier, c'est devenu d'aider les gens à faire en sorte que tous les onglets ouverts sur le bureau puissent aller se ranger là où ils doivent se ranger, et des choses du passé puissent aller vraiment se mettre dans les archives pour ne plus polluer sans arrêt la mémoire vive qui fait qu'après,
des fois, il y a des bugs de la mémoire immédiate parce que, vous avez vu, hein, la mémoire tampon, retenir quelques chiffres, normalement, c'est 7 plus ou moins 2, donc entre 5 et 9. Et dès que c'est trop encombré, comme tout le monde, ben, on en retient 4, 3. Pour certains, on les retient 3 secondes et puis, oups, ça disparaît. Donc, dans l'idée de qu'est-ce que je suis venue vous présenter, le neurofeedback, et on sait très bien que, normalement, tout le monde ici met à jour ses téléphones, vous mettez à jour les ordinateurs, vous allez faire la révision de la voiture, souvent même on fait le ménage de printemps à la maison, etc. On est sans arrêt en train d'essayer d'améliorer. Et notre cerveau, quand est-ce que l'on fait la mise à jour ? Est-ce que vous avez une idée? Parce que c'est pas en allant chez le médecin, vraiment, on va faire un check-up général, mais comment est-ce qu'on lui dit « Eh oh, toi là-haut, ce truc-là, c'est tellement vieux, mais ce trauma-là, oh, on l'a travaillé en thérapie sous tous les angles et on en a reparlé et reparlé, est-ce que tu pourrais l'archiver, s'il te plaît ?» Le cerveau, il n'arrive pas forcément à faire tout seul. C'est assez décevant parce que notre cerveau est très 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 fort pour des milliards de choses, mais cet archivage-là, souvent, il ne le fait pas. Alors normalement, pendant le sommeil, si vous dormez minimum 7 à 9 heures pour les adultes, si vous avez suffisamment de sommeil profond, réparateur, pour que le corps puisse se détendre, et si vous vous souvenez de vos rêves et que donc vous avez une vie pendant vos nuits, alors vous avez une plutôt bonne santé, et pour ceux qui ne le savent pas, quand même, la vie onirique, elle sert à évacuer toutes les tensions et les angoisses de la journée, et donc si ça ne s'évacue pas, ou si vous ne vous en rappelez pas, parce qu'en général, quand même, tout le monde rêve, c'est qu'il y a un gros chapeau mis dessus pour que surtout ça ne fuite pas des fois que l'on s'écroule en voyant ce qui se passe la nuit. Donc ça fait partie des choses, quand on démarre le neurofeedback, tout le monde se met à se souvenir de plein de magnifiques rêves, et pour moi, c'est le signe que ça y est, la mise à jour a bien commencé, et que on est sur le chemin, parce que évidemment, hein, c'est un entraînement cérébral, donc il faut plusieurs séances. Oui. Le fait qu'on ne se souvient pas des rêves, c'est un indicateur sûr et certain qu'on n'a pas un sommeil de qualité. Ça peut être pour des autres gens qu'on ne se souvient pas des rêves. C'est pas forcément sur la qualité du sommeil, mais plus sur la qualité du traitement de l'information, des angoisses et du stress quotidien. Normalement, les nuits sont vraiment faites pour évacuer tout ce qu'il y a eu dans la journée. Si ça a vraiment été très difficile, d'ailleurs, vous allez faire des cauchemars. Et ça se traite à ce moment-là dans le sommeil, ce qui fait que vous vous réveillez le matin, normalement, plus en forme, avec quelque chose qui est parti. S'il n'y a pas ce travail-là, vous allez être moins en forme au niveau de l'humeur, du caractère, et petit à petit, il y a du stress qui augmente. Donc les différentes phases du sommeil, elles ont chacune leur efficacité, hein. Le sommeil profond, il est vraiment très très important pour la détente corporelle. La plupart des personnes qui développent des fibromyalgies, finalement, au départ, c'est un trouble du sommeil. Et comme le sommeil n'est pas assez profond, le corps et les muscles ne se détendent pas, et au bout d'un moment, ça fait des tensions très très douloureuses dans tout le corps. Donc, dans l'environnement, on est tous soumis, hein, le multitâche, il faut en faire de plus en plus, tout le temps, tous les jours. Il faut en plus être hyper connecté parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il faut tout savoir sur tout. Il y a une surcharge d'informations et on a des deadlines au travail de plus en plus, dans la vie personnelle de plus en plus. Résultat, on chute dans sa concentration, son attention, dans son sommeil, et puis le stress augmente et la créativité diminue. Je parle beaucoup de la créativité parce que c'est quelque chose de très très important quand on veut savoir si on a un cerveau sain. Normalement, on est censé être très créatif. Alors créatif au sens large, hein, c'est pas forcément peinture, sculpture et artistique, mais ça peut être d'avoir envie de faire une nouvelle recette de cuisine qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire. Ça peut être de vouloir partir en vacances dans un lieu complètement insolite ou de se prêter au jeu de quelque chose qui habituellement ne nous aurait pas séduit, et d'être créatif sur une conférence, créatif en éducation avec nos enfants, créatif dans une vie de couple, c'est partout tout le temps. Et on se rend bien compte que plus le cerveau va mal, plus il diminue sa capacité de
zone d'inconfort. Et donc, quand on dit qu'il faut sortir de sa zone de confort, c'est quand même très, 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 très vrai. Si vous voulez que votre cerveau aille bien, il faut sans arrêt lui demander des choses qu'il ne sait pas faire. Sinon, il se met doublement, triplement en pilote automatique. Le danger numéro 1 du cerveau, c'est le pilote automatique. Alors, au début, on est content. On apprend à conduire et puis hop, c'est devenu automatique, on réfléchit plus, levier de vitesse, etc. C'est super. Ça ne vient pas encombrer notre mémoire. Sauf que petit à petit, certains d'entre nous peut-être oublient de mettre le clignotant de temps en temps, oublient que c'est limité à 50 mais c'est pas très grave, on va rouler un peu plus vite, etc. Et on prend des mauvaises habitudes. Et le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il met tout ça en pilote automatique aussi. Donc il est très très important de vous mettre des petits challenges. Alors je précise petits challenges parce que si vous vous mettez des trop gros challenges et que ça vous stresse trop, c'est contre-productif. Parce que alors là, le cerveau, il va vouloir non, c'est trop dangereux, au secours. Je préfère rester sur mes automatismes et mes boucles bien ancrées. Et donc le problème récurrent, c'est pas tellement la puissance de vos cerveaux, parce que en 10 ans, j'en ai vu passer beaucoup des cerveaux, et des cerveaux en très piteux état, ou avec des maladies très graves, ou avec des traumas très importants, et ils ont tous été capables de se réguler, et on retrouve tous à peu près les mêmes fonctionnalités, donc vous avez tous des cerveaux bien faits, et il manque juste quelques petites mises à jour à certains endroits. Donc je viens déjà de parler du pilote automatique, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe donc si votre cerveau ne se régule pas? Peut-être que les gens autour de vous vous disent « Oh, toi, tu deviendrais pas un petit peu psychorigide ?» Il y a cette notion-là qui est à la fois de la raideur et de la rigidité dans le corps. On sent qu'on est moins souple, moins flexible. Il y a des douleurs qui s'installent. On est moins flexible dans ses émotions. Alors c'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas entendu parler, mais normalement les émotions, elles sont censées traverser très vite, et on est censé pouvoir passer d'une émotion à une autre sans que ce soit particulièrement spasmé comme une colère qui va rester toute la journée pour un petit conducteur du matin qui vous a fait une queue de poisson. Il y a des fois des contrariétés où on sent que le cerveau il rumine comme ça là. Normalement, un cerveau qui va bien, ça circule, ça rentre, ça sort. Et c'est censé, d'ailleurs, l'émotion, elle est censée être le mécanisme de régulation. C'est le corps qui sent trop de choses, ça déborde, hop, il envoie l'émotion, ça régule. Un peu comme vous allez faire un footing, vous avez trop chaud, le corps il détecte qu'il y a une variation trop importante, il envoie la transpiration, ça régule la température corporelle. Le cerveau, il fait ça à longueur de journée. À partir du moment où il régule moins, peu ou pas certaines fonctions, vous pouvez vous dire « aïe, ouille, qu'est-ce qui fait que mon cerveau commence à tomber en panne ?» Et on a des voyants rouges, comme sur les voitures, il y a des warnings de trop fatigué, même quand je me lève le matin, j'ai l'impression de ne pas être reposée, et je m'énerve un petit peu trop vite, et au travail, j'arrive à être moins efficace qu'il y a 5 ans en arrière, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On ne nous donne pas la solution, il existe le neurofeedback dynamique, on ne nous en parle pas suffisamment, raison pour laquelle je suis venue aujourd'hui. Donc voilà, fatigabilité, hyperémotivité, procrastination, il y a qu'à, oh là là, ce week-end, il faut absolument que je finisse ci et ça, et en fait je n'arrive pas à me mettre à l'action, et puis le manque de confiance en soi qui peut découler après sur des dépressions, des burn-out, voilà. Et donc il existe un logiciel totalement non-invasif, qui est conçu par 2 psychologues cliniciens américains, il y a déjà 25 ans de cela, et qui est de plus en plus répandu, puisqu'on en a dans toutes les grandes villes, et même à Montpellier, on en a un petit peu dans tous les villages alentours. Donc vous avez ça près de chez vous, et vous aurez ça mercredi prochain dans les locaux. Donc le cerveau sait en fait corriger, il sait tout seul faire les mises à jour, mais il lui faut un petit quelque chose qui lui rappelle qu'il a une mise à jour à faire. Et donc, pour ce faire, on a besoin d'un feedback. Des fois, le feedback, c'est votre compagnon, votre frère, votre sœur, votre mère, votre patron qui vous dit « Ouh là, toi, en ce moment, ça va pas très fort » ou « Ah là, t'as pas rendu les choses dans les temps, et puis t'as mauvaise mine, etc. » Et on vous fait un feedback de ce qui ne va pas, et puis vous décidez d'aller faire une prise de sang, voir s'il manque pas des vitamines, vous décidez d'aller chez un psy pour discuter des problèmes, et puis des fois, il y a des choses qui progressent, et puis des fois pas. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ?
on se dit que peut-être un jour quelqu'un de chez Dell vous parle du neurofeedback dynamique, m'invite à venir vous en parler. Et ce logiciel, c'est quelque chose de extrêmement simple en apparence. Ce sont 5 capteurs, dont 2 principaux sur la tête qui captent l'activité électrique de votre cerveau. Et vous n'avez rien à faire. Vous écoutez une jolie musique de relaxation. Pour ceux qui le souhaitent, on peut changer de style musical, on peut tout à fait regarder des documentaires, des films ou autres. Vous avez la possibilité de dormir pendant la séance. Donc on ne peut pas faire mieux comme expérience non invasive. Et vous avez l'impression qu'il ne se passe rien et pourtant votre cerveau travaille très très dur. Parce qu'il a donc son GPS interne. Vous avez ici quelques photos de à quoi peuvent ressembler donc ces fameux capteurs et les séances. Et donc, nous captons les oscillations dans votre électroencéphalogramme de 0 à 64 Hz, donc sur toutes les fonctions du cerveau. Ces oscillations, elles sont mesurées au début de votre séance pour paramétrer votre norme à vous de votre cerveau ici aujourd'hui, et dès que ça sort significativement de votre norme, des énormes calculs mathématiques et statistiques, ça déclenche une petite coupure du son dans la musique que vous écoutez. Cette petite coupure du son, elle est donc générée par votre activité cérébrale en temps réel, et donc ça fait un miroir à votre cerveau qui dit, un peu comme quand vous êtes parti sur le rond-point en sortant là, et que vous dites, attends, je suis parti chercher les courses, je rentre à la maison, je vais chercher le petit dernier à l'école, je sais plus dans quelle direction je dois me rendre, et là, hop, vous avez un petit quelque chose qui vous remet dans l'instant présent. Ah oui, c'est vrai, c'est ça que je suis parti faire, et hop, vous reprenez la bonne route. Et donc, il y a énormément de coupures du son pendant les 33 minutes de la séance qui sont sans arrêt en train de rappeler à votre cerveau que hep là, hep là, hep là. Et donc, moins vous faites d'activité pendant la séance, plus votre cerveau il va sur l'arrière-boutique là, pour essayer, comme quand vous dormez, comme quand vous vous ennuyez. Je rappelle à quel point il est fondamental de trouver des moments pour s'ennuyer, parce que c'est aussi là que le cerveau régule. Il va retraiter tout ce qu'il y a en arrière-boutique. Il lui faut du temps à ce cerveau pour faire ce travail-là, et on lui en laisse de moins en moins à cause des écrans et de nos vies trépidantes. Et donc, ces coupures du son, elle vous renvoie de l'information sur tout ce qui est physiologique, physique, émotionnel et intellectuel à la fois sur 33 minutes de séance. Donc que vous ayez un trouble du sommeil, que vous ayez des troubles de l'attention, que vous ayez un problème postural, des douleurs, un problème hormonal, des problèmes de respiration, j'en passe et d'autres, ça va aussi vous renvoyer de l'information pour réguler le physique. C'est ce qui, moi, m'a beaucoup intéressée en tant que psychologue, c'est que de réguler les émotions, c'est bien, de réguler l'intellect dans le sens où on comprend mieux les choses et où on va optimiser, c'est très bien aussi, mais réguler le premier, les fondations de la maison, qui est donc le corps, c'est quand même vraiment primordial. Parce que dès que l'on respire mieux, dort mieux, digère mieux, tout va quand même beaucoup mieux. Je ne sais pas si certains d'entre vous se sentent concernés par ces quelques joyeusetés que sont les troubles digestifs, les troubles du sommeil, et éventuellement une impression d'être parfois un peu en apnée, de respirer trop vite, de ne pas arriver à reprendre son souffle, ou de stresser outre mesure dès qu'il y a un petit événement, une petite contrariété. Donc ça, c'est ce que moi je vois quand les personnes sont en train de faire leur petite séance de détente et leur mini-sieste. C'est une forme d'électroencéphalogramme avec des petits bâtonnets de couleurs qui bougent donc 256 mesures par seconde sur 64 bandes de fréquence. Ce graphique n'est pas du tout fait pour être analysé et interprété, puisque toute l'expertise est dans le logiciel. C'est le logiciel qui calcule les coupures du son qui vont être générées. Et donc vous entendez une musique très agréable, comme un petit vinyle rayé qui tressaute, voilà, en fonction de votre activité spécifique du jour. Les enfants peuvent faire ça en lisant, ma fille là, qui passe le bac, elle le fait en révisant, on peut le faire en faisant la compta, on peut le faire en étant en train de tricoter, dessiner, l'idéal étant d'en faire le moins possible pour laisser l'espace de travail au cerveau, mais évidemment les enfants, pour eux, le moins possible déjà quand ils dessinent ou qu'ils bouquinent, c'est pas mal.
L'idéal de l'idéal, c'est de dormir pendant la séance. Et donc, je l'ai dit, on peut mettre un film si c'est plus agréable. J'aime bien prendre la métaphore du surfeur, parce que la vie, tous autant que vous êtes ici, je suppose, vous avez rencontré des difficultés, des traumas, plus ou moins gros, des accidents de la vie, des uppercuts, j'appelle ça. Et votre cerveau, il est censé avoir surfé là-dessus. Et c'est là qu'on se rend compte que comment il a fait le voisin, lui, pour surfer super bien. Il a un cerveau super résilient, super flexible, il s'en est remis. Et on voit bien que face à des mêmes circonstances, quand il y a des bars qui brûlent, des kidnappings, des événements qui sont sur des choses de grande ampleur, tout le monde ne réagit pas du tout de la même façon. Pour avoir un cerveau flexible et résilient, l'idée c'est de l'entretenir. Évidemment, plus on a de traumas, plus on le fragilise, et pour autant, certains, même avec plein de traumas répétés, même avec des traumas depuis l'enfance, ils arrivent à rebondir beaucoup plus vite que d'autres. C'est vraiment une histoire d'entraînement cérébral. Évidemment, si on a eu des outils petits, si on a eu des personnes empathiques, si on a eu des ressources pour être étayés, si on a quand même pu parler de ce qui nous arrivait, ça a toujours été en général mieux. Mais il y a des gens qui, sans ça, s'en sortent très bien parce que leur cerveau arrive à archiver petit à petit tout ce qui s'est passé en disant « ça c'est du passé ». On n'a évidemment pas tous la même planche de surf à la base, et on n'a pas tous la même musculature pour apprendre à surfer. Donc tout le monde ne part pas du même endroit, mais tout le monde peut apprendre à surfer sur les vagues de son cerveau. L'idée d'apprendre à surfer, c'est bien l'idée de chaque vague qui va arriver, je vais arriver à l'appréhender, qu'elle soit petite ou grande. Le neurofeedback, il vous indique qu'il y a une sortie de norme dans votre cerveau, et vous, après, vous allez avoir l'habitude de les sentir arriver. Pourquoi ? Le logiciel est vraiment fait sur un calcul qui imite le calcul que fait votre cerveau. C'est-à-dire que votre cerveau, là, même pendant que vous m'écoutez, il est sans arrêt en train de calculer des normes et des sorties de normes. Si d'un coup, il y a une alarme qui se met à sonner, si vous sentez le brûler, votre cerveau va réagir, on va tous faire les consignes de sécurité. Si quelqu'un se met à crier, si je tombe dans les pommes, enfin peu importe, tout le monde va avoir un cerveau qui va réagir. L'idée, c'est votre cerveau est paramétré pour calculer des sorties de normes en durée, intensité, fréquence, et le logiciel calcule exactement les mêmes durées, intensité, fréquence, et quand ça sort du cadre, et c'est là qu'ils ont quand même quelques connaissances très pointues que nous n'avons pas, parce que c'est top secret sur la recette du neurofeedback neurooptimal, c'est quand est-ce que ça sort significativement de la norme et qu'on vous en informe parce que votre cerveau, lui aussi, était en train de se dire qu'il y avait quelque chose à réguler. Et donc on vient souligner quelque chose que votre cerveau sait déjà. C'est pour ça que c'est non-invasif et qu'il se passe en fait pas grand-chose pendant la séance puisqu'on ne fait que souligner comme quelqu'un qui pourrait... un correcteur d'orthographe, tiens, j'ai vu ça l'autre jour, comme je travaille avec des ordinateurs anglais et français, si je bascule quelque chose de l'un à l'autre, il me souligne des fautes d'orthographe partout, alors que en fait c'est écrit en français et que le correcteur d'orthographe il est en anglais. Là je me dis, c'est quelque chose qui est non pertinent. Mais s'il me souligne des fautes d'orthographe, je vais me dire « Ah oui, tiens, c'est vrai, là j'ai pas fait l'accord ici, ah tiens... » Ah non, ça je pensais pas que ça s'écrivait comme ça, et puis il y a des fois où le correcteur d'orthographe a raison, des fois non. Mais en aucun cas, l'ordinateur va corriger à ma place les fautes. Donc le neurofeedback ne corrige jamais quelque chose à votre place. Il vous donne l'information et vous en faites ce que vous voulez et ce que votre cerveau peut en faire. Et c'est là que mon métier rentre en jeu dans l'accompagnement, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a énormément de facteurs extrinsèques qui peuvent faire que votre cerveau régule plus ou moins bien. Donc je suis devenue une chercheuse de facteurs extrinsèques et une trouveuse de solutions pour tous ces facteurs qui existent. Donc mon fils, j'ai mis des années avant de trouver que c'était un frein de langue beaucoup trop court qui était venu mettre une restriction énorme au niveau de la bouche, très mauvaise respiration, très mauvaise déglutition, pas de salivation, des problèmes digestifs, des problèmes de sommeil puisqu'il ne pouvait pas fermer la bouche et respirer bouche fermée, c'est indispensable pour avoir un bon sommeil, des problèmes de posture, il était tout tordu, donc des douleurs, etc., etc. Et une toute petite chirurgie de la langue a fait en sorte que tout revienne dans l'ordre, même si le neurofeedback l'avait aidé énormément.
il restait un problème de fond, je voyais bien qu'il était quand même fatigué le matin. Donc j'avais un champion des insomnies, il dormait 45 minutes par nuit, j'étais à ce rythme-là pendant 18 mois, vous vous doutez pourquoi j'ai découvert le neurofeedback, en fait j'ai cherché partout une solution qui puisse faire dormir cet enfant. Donc effectivement, dès sa première séance, il a dormi. Et j'ai bien vu qu'après, il récupérait plein de fonctionnalités, mais il restait un petit quelque chose dans le fond. Donc voilà, mon métier à moi, c'est avec chaque patient que j'accueille, d'essayer de m'assurer que vous ayez un maximum de capacité, de flexibilité et de résilience retrouvée. Et donc je commence à avoir une longue liste des facteurs extrinsèques qui devient fort joyeuse avec toutes les nouveautés technologiques. On peut aussi faire la métaphore des bandes rugueuses sur le bord de la route. Quand vous êtes en train de conduire, si vous entendez les bandes rugueuses, ce n'est qu'une information. Si vous vous êtes endormi au volant, vous allez, avec un peu de chance, vous réveiller et vous remettre sur la route. Mais si vous avez crevé un pneu et que vous voulez vous mettre sur le bas-côté, vous allez entendre l'information de la bande rugueuse et vous allez vous dire ça ne m'intéresse pas, je vais sur le bas-côté, je sais pourquoi. Donc le neurofeedback, il ne fait que vous donner des informations en temps réel sur les sorties de normes de votre cerveau et votre cerveau, après, il traite en disant « Ah oui, ça c'est pertinent. Ah oui, là, il y a une sortie de norme parce que j'étais éveillée, je suis en train de m'endormir pendant ma séance. C'est tout à fait normal, ce n'est pas un problème. » Ou alors, il va y avoir « Ah tiens, c'est étrange en fait, ma norme est la norme qui ne va pas. » Parce que des fois, on s'égare de la route sur un petit chemininou de rien du tout, mais parfois on est complètement en train de rouler dans le fossé, et quand le cerveau est en train de sortir de la norme, c'est la seule fois où il fait quelque chose de bien. Donc il peut y avoir plein de possibilités sur cette coupure du son qui vous donne une information, et le cerveau, lui, ce qu'on sait de source sûre, c'est qu'il sait exactement quel est votre état d'équilibre, comment vous rendre plus joyeux, plus serein. Il est programmé pour ça depuis votre naissance. Donc lui, il connaît le chemin, et l'avantage, contrairement à d'autres techniques, c'est que là, on ne pousse pas, on ne force pas, on laisse le cerveau retrouver ce qu'il estime être votre vrai moi. Donc en général, j'ai des patients qui sont dans une sensation de s'être enfin trouvés, de savoir enfin qui ils sont, ou de s'être retrouvés, et de surtout ne pas être le mouton comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on trouve notre identité un petit peu spécifique, avec tout ce qu'on savait peut-être faire, mais qu'on ne savait pas vraiment qu'on savait faire. Donc quand le cerveau se régule, évidemment, tout change, alors dans votre vie pro, dans votre vie perso, avec plus de concentration, des décisions, ça c'est l'hémisphère gauche qui gère, beaucoup plus facile à prendre, des mises en action, on sort de la procrastination, on est donc beaucoup plus créatif, on gère extrêmement mieux le stress, et on a un sommeil plus réparateur, on récupère évidemment beaucoup plus rapidement. Les sportifs de haut niveau adorent le neurofeedback parce que ça leur permet d'avoir des meilleures performances physiques, ça leur permet aussi au niveau émotionnel d'avoir un mental beaucoup plus fort, et au niveau cognitif, sur toutes les décisions qu'il y a à prendre pendant des compétitions, c'est primordial pour eux. Donc souvent ils ne veulent pas que l'on cite leur nom parce que ça reste la botte secrète. Si tous les sportifs faisaient du neurofeedback, ils auraient plus de longueur d'avance. Mais donc forcément, un cerveau plus régulé égale un cerveau plus performant et plus serein. Je vous ai pas mis la petite vidéo là que j'adore, moi, qui, je sais pas si elle se... Ah si, elle s'est déroulée. Ah ben voilà, alors tout fonctionne super bien. Comment je sors? Voilà. Le neurofeedback peut se pratiquer sur des tout petits enfants qui viennent de naître, peut se pratiquer dans des EHPAD, des maisons de retraite, peut se pratiquer donc dans une salle de repos en entreprise, peut se pratiquer chez vous. C'est même un matériel qu'on peut louer, qu'on peut acheter si on en a largement les moyens. Mais donc ça apporte des bénéfices qui sont, je pourrais pas les lister tous, mais je vais avoir des personnes qui sont en fauteuil roulant, des personnes avec des maladies auto-immunes, Alzheimer, Parkinson, la maladie de Charcot, avoir donc des fibromyalgies, comme on peut avoir des gens qui ont des petits problèmes du quotidien, tous les troubles des apprentissages. Alors, il y en a en pagaille, mais pour ma fille qui a vraiment des gros problèmes d'orthographe et de lecture, ça a été un vrai bonheur qu'elle ait pu avoir des séances depuis qu'elle a 6 ou 7 ans. Et c'est valable aussi pour tous les gens qui vont bien.
C'est-à-dire que tous ceux qui vont bien, j'ai pas mal de médecins qui ont quand même voulu essayer parce que ça rend curieux cette chose-là, de comment est-ce que ça peut être aussi simple et comment est-ce que ça marche. Et ils étaient plus empathiques avec leurs patients, plus pertinents dans des réunions, plus réactifs, toujours, ça c'est un meilleur sommeil, tout le monde me l'écrit, c'est « Ah, qu'est-ce que je dors mieux ?» Et on a toujours des bénéfices d'une façon ou d'une autre parce que nos cerveaux s'encrassent quoi qu'il en soit. Donc ça, on en a parlé un petit peu, mais les épreuves de la vie, parfois ça renforce la résilience quand on arrive à dépasser ces événements et qu'on en retire quelque chose de profitable, et puis des fois ça nous laisse un petit peu sur le carreau quand même. Ça marche donc, je l'ai dit, sur tout le monde, donc il n'y a aucune contre-indication, quel que soit votre âge, quel que soit votre type de symptômes, quels que soient les troubles ou les non-troubles que vous auriez, et surtout, quels que soient les antécédents. Alors il y en a même qui me demandent si j'ai un pacemaker, si j'ai été opérée du cerveau, il n'y a aucune contre-indication puisque ce ne sont que des informations par coupure du son. Pas du tout. Non, il n'y a vraiment rien d'envoyé au cerveau. Les capteurs ne servent qu'à capter l'activité et on ne renvoie qu'une information sonore. Donc il n'y a pas de lumière, pas d'onde, pas de stimulation du tout. Ouais. Donc c'est utilisé dans énormément de pays dans le monde, de plus en plus. Je crois qu'on est maintenant à 83 pays dans le monde depuis que j'ai fait ça, des sessions par jour, tout le monde fait ça partout. En France, on est quand même un des pays dans lequel c'est le plus développé, donc on est heureux d'avoir découvert ça. Est-ce que vous savez combien d'énergie consomme votre cerveau? Sur une journée, juste le cerveau, parce qu'il y a le corps qui fonctionne, mais 5, 10, 20, 50%? Non. Donc pour seulement 2% du poids de votre corps, vous utilisez 20% rien que pour le fonctionnement de votre cerveau. C'est pour ça que nous avons besoin de... Quand vous précisez le cerveau, vous avez l'air de le mettre uniquement dans la tête, il y a aussi l'intestin. Alors, les intestins, il y a des neurones. Mais alors, on dit beaucoup que c'est le deuxième cerveau. Moi, je pense que c'est certainement le premier, le ventre. Ils sont intimement liés et effectivement, pendant les séances, quand on donne de l'information sur l'un, on sent que le deuxième travaille. Donc souvent, j'entends des borborismes, j'entends aussi des grands soupirs de détente. Il y a parfois des gens qui me disent « Ah, mais je suis allée en toilette en arrivant, mais il faut que j'aille aux toilettes juste après la séance. » On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Je vous avoue que j'ai fait plein d'expériences. Je suis quelqu'un qui ne me limite pas du tout à travailler sur le cerveau, on pourra en parler en aparté, mais j'ai beaucoup exploré le logiciel et puis je trouve qu'il est tellement simple finalement d'utilisation. Une fois qu'on a compris comment il marche, il est là seulement pour détecter des sorties de normes et effectivement il y a plein d'endroits où il y a des neurones. C'est une très bonne question. Donc, oui. Comment, donc, avec votre logiciel, vous avez les sorties de zone, mais comment vous le traduisez et quel est le diagnostic que vous faites? Alors, vous avez un exemple à nous donner? Très bonne question. C'est pas du tout une méthode médicale, donc on n'analyse rien, on n'interprète rien, on ne fait surtout pas de diagnostic. On est juste là pour renvoyer au cerveau chaque fois qu'il sort de la norme. Et que vous ayez déjà été diagnostiqué TDAH et que finalement, en vous écoutant, je vous dis... Il est fort probable que peut-être vous ne soyez pas au sens premier du terme dans des troubles de l'attention parce que quand on dort mal, on a tous des troubles de l'attention, on a tous des problèmes de concentration, de mémoire, etc. Donc le diagnostic, il est pour moi absolument pas important. Diagnostiquer des facteurs extrinsèques ou repérer, je dirais, des facteurs extrinsèques pour pouvoir faire en sorte que le cerveau fonctionne mieux, oui. Mais ça, c'est pas moi qui le fais, c'est les collègues vers lesquels je vous envoie si je pense qu'il y a quelque chose à explorer. Mais sinon,
Le logiciel n'est pas du tout fait pour donner une norme, puisque eux, ils partent du principe qu'on a chacun notre cerveau totalement unique, totalement différent, et que surtout, on ne veut pas être tous sur le même moule. Et ils ont essayé de dire, tiens, est-ce que si on est à telle intensité de 7 Hz, est-ce qu'on est tous plus créatifs? Si on est à telle intensité sur le 1 Hz, est-ce qu'on dort tous mieux? Pas du tout. En fait, chacun à son équilibre, et l'équilibre, c'est un équilibre sur tout le cerveau. C'est un peu comme quand vous allez voir le kiné parce que vous avez mal à la cheville, et puis il rééduque la cheville, et puis au bout d'un moment, si vous n'allez pas voir un ostéo pour regarder le genou, la hanche, en fait, vous allez continuer d'avoir mal à la cheville. Donc c'est une histoire d'équilibre général. Ce qui fait que des fois, le cerveau, il avance petit à petit pour pas trop bousculer votre état. Moi, j'ai une question. S'il n'y a pas une norme définie, il n'y en a pas apparemment, donc c'est quoi les critères du logiciel en fait? Les critères du logiciel, c'est des outils mathématiques. Ce ne sont que des outils mathématiques. Au lieu de dire la norme, c'est ma norme. Oui, c'est votre norme à vous. De faire un calcul, comment mon cerveau fonctionne, et c'est après les écarts à ce calcul. Oui. C'est pas une norme scientifique, la moyenne déjà observée. Non, du tout. C'est la première minute de chacune de vos séances, vous calculez la norme de votre cerveau et donc l'écart à la norme par rapport à votre fonctionnement du jour. Et même, le logiciel est tellement bien fait qu'il recalcule tout au long de la séance quand même un petit peu votre norme. Donc la première séance, c'est des images, mettons, on réagit par rapport à... Pas du tout. Vous écoutez une musique, vous pouvez dormir. Il n'y a aucune réaction de quoi que ce soit à aucun stimuli. Vous êtes confortablement installé sur un fauteuil avec de la chaleur, des couvertures, des coussins, ce que vous voulez. En général, j'ai plein de confort au cabinet. Mais ensuite, vous vous laissez complètement être à ne rien faire. Pendant que vous ne faites rien, votre cerveau, lui, c'est là qu'il travaille le plus. C'est ça que souvent on a du mal à percevoir. C'est vraiment quand on en fait le moins que le cerveau est en train d'essayer de réguler. Et donc tout ce qu'il est en train d'essayer de réguler derrière, il est en train de faire. Moi je vois effectivement sur mon écran mes 256 mesures par seconde sur 64 bandes de fréquence. Alors des fois, il y a des choses qui sautent aux yeux. Je vous avoue, mon fils il était le champion de l'électroencéphalogramme où il y a 1 millimètre de variabilité. Et après la chirurgie de la langue, effectivement, il avait un électroencéphalogramme beaucoup plus dynamique. Il y a des choses qui sont flagrantes, mais moi, je ne suis pas là pour diagnostiquer ou interpréter, puisque de toute façon, je ne vais rien pouvoir changer dans ma façon de fonctionner avec vous, si ce n'est de redonner de l'information à votre cerveau et de discuter avec vous de est-ce que par hasard vous n'auriez pas eu un appareil dentaire qui aurait verrouillé toute la mâchoire et la base du crâne? Est-ce que vous n'auriez pas eu des implants Essure, des bandelettes sous-urétrales, une opération, des cicatrices d'appendicite qui viendraient tracter ici ou là? Et des facteurs extrinsèques. Ça peut être un accident de moto, un accident de voiture, ça peut être juste une ceinture qui a bloqué le diaphragme et qui a fait un choc minime. Et le corps, il est bien fait, il est fait pour lutter contre la casse. Et donc, il se raidit, mais si après, il ne retrouve pas sa flexibilité tissulaire, le cerveau, par résonance, il va venir se figer aussi. Donc ça, c'est ce que je découvre depuis 10 ans. Tout ce qui peut, dans notre corps, impacter le fonctionnement et la plasticité neuronale. Est-ce que tout ça, en fait, on arrive à détecter dès la première séance? C'est-à-dire en une séance, on peut par exemple détecter des anciens traumas, etc. Ou est-ce que de préférence, il faut avoir plusieurs séances pour que les recalculs... Alors, j'ai pour habitude de dire qu'il faut à peu près 6 séances pour que le cerveau puisse explorer un petit peu tout et que les changements soient aussi pérennes. Lors de ma première séance, que j'ai quand même faite avant de le faire sur mon bébé, parce qu'il y a 10 ans en arrière, quand même, c'était louche ce truc, et j'avais peur que ce soit invasif, etc. J'y suis allée sans aucune attente particulière. La dame qui me faisait ça, elle savait pas très bien expliquer, donc je n'avais rien compris. Et je suis rentrée chez moi avec beaucoup de difficultés, tellement mon corps était redevenu lourd de fatigue, parce qu'évidemment je ne dormais pas plus que mon fiston à l'époque. Et donc le lendemain, moi j'ai eu des fonctionnalités dans mon cerveau, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette chose, où j'y suis allée sans objectif, j'ai juste entendu des coupures du son, et le lendemain, et pendant 3 jours j'ai eu un cerveau très fun, et puis au bout de 3 jours, alors là,
refaites-moi une petite... Il faut du temps pour ancrer les changements, c'est un phénomène d'apprentissage. C'est un peu comme un cours d'espagnol. Enfin, vous allez... Vous m'avez donné plein d'espoir. Hein. Vous voyez une différence dans les... Je vais être intelligente dans le cours quand même. Non, mais je veux dire, moi, je vais poser la question parce que j'en avais entendu parler dans un blog des parents qui ont des enfants un peu spéciaux. Et je me suis dit, bon, j'y crois pas, mais si c'est pas invasif, je peux bien l'essayer. C'est sûr, ça fait moins peur. En même temps, est-ce que vous voyez les différences entre les gens qui se considèrent normaux et les gens neurodivergents au niveau des activités du cerveau? Parce que moi, on m'a expliqué que physiologiquement, les enfants et les adultes qui ont un trouble d'apprentissage, c'est vrai qu'ils ont des parties du cerveau qui sont moins développées et d'autres parties qui sont plus développées. Alors moi, j'ai pas cette vision-là. Alors j'ai 2 enfants très neuroatypiques et je dirais pas que c'est sous-développé ou surdéveloppé. Je dirais juste qu'il y a des connexions privilégiées et qu'ils sont très doués pour certaines choses qui des fois ne se révèlent pas à l'école. Et que ma fille, je vois bien qu'il y a des choses qu'elle fait que personne d'autre ne fait, mais quand il s'agit de la scolarité et de l'orthographe et de la lecture, c'est compliqué. Et elle a beaucoup besoin de bouger. Une fois que l'orthophoniste a fait les 2-3 diagnostics qu'il fallait bien, bon bah ok, on a un diagnostic, super, on a un PAP, super. Heureusement qu'elle a l'entraînement du cerveau, mais que fait l'entraînement cérébral? Ça fait quand même beaucoup moins de fautes d'orthographe, ça fait quand même beaucoup plus de facilité de lecture, et ça fait aussi quelque chose d'incroyable, nos cerveaux, c'est chercher des solutions. Et ce que j'ai vu le plus, c'est, voilà, le logiciel, il n'est pas là pour guérir le cancer, mais chaque personne que j'ai vue avec des cancers, et des fois des cancers très lourds, très longs, là j'en ai une, ça fait 9 ans, le cerveau est capable de trouver des solutions pour aller mieux, pour chercher des fois des traitements en Allemagne, pour aller chercher, moi je suis allée me faire opérer aux États-Unis pour vous dire, tellement j'ai eu un souci de santé très très grave. La plupart des femmes qui ont vécu la même chose que moi, elles sont toutes sur le carreau en invalidité. Et ben moi, j'ai la chance d'avoir le neurofeedback à la maison et de pouvoir m'en faire. Avant, j'avais pas besoin de m'en faire souvent, parce qu'une fois qu'on a redonné le mode d'emploi au cerveau, s'il y a rien qui vient le percuter lourdement dans le corps, en général, il continue d'aller bien. La plupart des gens, ils reviennent au bout de 5 ans, ils en font 1 ou 2, une petite piqûre de rappel. Après, il y a ceux qui se disent « le cerveau vieillit », et c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, c'est peut-être bien d'entretenir un peu plus. Et donc, on peut venir tous les mois, comme on peut venir 2 fois par an. Moi, je dis, c'est comme un entretien de votre véhicule. Faire la révision de temps en temps, ça coûte pas grand-chose. C'est pas toxique, mais il peut y avoir une accoutumance. Pas du tout. Alors, normalement, justement, au début, il y a cette question-là, parce que les gens qui commencent, ils sentent au bout de quelques jours que j'avais envie de revenir faire une séance. Alors, au début, quand on donne un mode d'emploi, c'est comme, enfin là, si je vous donne une astuce super en vous donnant que la moitié de la recette, vous allez vouloir la suite. Mais rapidement, je dirais, au bout de 6-8 séances, la plupart des cerveaux, ils ont retrouvé leur autonomie. C'est vraiment l'idée de, on vous apprend à pêcher, on vous donne pas du poisson. Il existe d'autres types de neurofeedback qui sont un peu plus invasifs, qui sont dits aussi non invasifs, mais où on demande vraiment un effort conscient et où on pousse le cerveau dans des normes que l'on croit être les bonnes. La difficulté, c'est que si on pousse votre cerveau à réguler l'attention, alors que le problème d'attention, il vient d'un problème de sommeil, ça peut vous rendre plus anxieux ou vous rendre encore plus insomniaque parce qu'on essaye de traiter le mauvais problème en premier, et souvent ce sont les vases communicants. Le neurofeedback dynamique, il a dans l'idée de vous donner toute l'information utile pour tout votre cerveau, et après votre cerveau, il en fait ce qu'il veut. Il commence par où il veut, il prend le temps qu'il veut. Et moi, j'ai jamais vu de personne avec des choses dont il n'était pas content. On devient, j'aime bien dire, la meilleure version de nous-mêmes, donc pas le voisin. Moi, il y a encore des choses que je ne sais pas très bien faire, comme suivre un PowerPoint à la lettre. Et je suis toujours un petit peu débordante dans mes projets. J'écris 4 livres à la fois. Là, j'ai organisé donc le printemps du cerveau sur la semaine du cerveau. Ceux qui le souhaitent, il y a des webinaires gratuits toute la semaine. On vous enverra les liens. Ça commence ce soir, il y en a 2. On est dans quelque chose de dynamique, de joyeux, quelle que soit la lourdeur de notre santé physique, de notre vie du quotidien. On continue d'avancer. Et moi, c'est ce que j'adore avec ce logiciel-là. Alors après, moi, dans l'état dans lequel je suis, oui, je pars en vacances, je l'emmène avec moi. Donc il y a un petit côté
ou je ne m'en sépare pas, mais je préfère ça que de prendre des antidouleurs, des antidépresseurs et je ne sais quoi encore. C'est ça. Et cette méthode-là, elle a vraiment cet avantage de n'avoir aucun effet secondaire. Donc au pire, ça vous fait pas grand-chose parce que votre cerveau est très très rigide au début et puis vous voyez pas trop de changements et puis on met la casquette de Sherlock Holmes et on cherche quel est le facteur extrinsèque qui empêche votre cerveau de réguler, parce que normalement, tous les cerveaux sont censés pouvoir se réguler. Donc après la session, vous passez à une partie de questionnaire. Vous commencez à essayer de comprendre qu'est-ce que vous avez vécu pendant les 30 minutes et qu'est-ce que vous voyez, et ainsi de suite. Tout à fait. Okay. C'est ma partie préférée. Et même en dehors des séances, en fait, en général, j'envoie des SMS pour savoir aussi comment ça s'est passé dans les 48 heures qui suivent, parce que c'est très, très important. Le premier effet, normalement, on se relève de la séance et on sent que, ah oui, tiens, on n'avait pas vu, mais on est un petit peu groggy. On sent qu'il y a un petit quelque chose qui a travaillé, on ne sait pas trop dire comment, et on sent qu'on est un petit peu plus détendu et zen. Alors en général, au bout d'une demi-heure, ça passe, mais on sent qu'il s'est passé un petit quelque chose. Et puis alors le soir qui arrive, là, on sent qu'on irait bien se coucher beaucoup plus tôt que d'habitude. Et puis il y a des gens qui ont fait des nuits de 12 heures, 14 heures. J'ai jamais aussi bien dormi de ma vie, etc. On sent que la mise à jour, elle prend du temps. Et si on peut, je dis, essayer de dormir le plus possible, parce que normalement, on rallume l'ordinateur que quand il a fini la mise à jour. C'est le... Vous avez un grand recul sur, par exemple, les enfants 10, c'est des enfants, parce qu'on parle de la plasticité cérébrale des enfants à un certain âge, c'est des enfants que vous voyez régulièrement ou pas nécessairement? Pas nécessairement. On est beaucoup de mamans, désolée pour les papas qui sont là et qui sont aussi souvent très impliqués dans les vies de leurs enfants, mais souvent c'est les mamans qui vont dégoter ces choses-là, à avoir vu qu'en une vingtaine de séances, il y a vraiment une énorme plus-value qui est assez durable. Après, le cerveau des enfants, il est quand même soumis à beaucoup de changements, notamment à l'adolescence. Donc moi, je conseille quand même de temps en temps de faire des piqûres de rappel. Et après, forcément, la veille de l'oral du bac, le lendemain d'un truc où ma fille, elle se fait humilier par un prof devant toute la classe parce qu'il a rien compris, etc., c'est sûr que ça va plus vite de lui faire des fois le programme démo que je vous ferai essayer mercredi prochain, 15 minutes de petite régulation du cerveau, et du coup, son cerveau, il est lag. Et ce truc-là, il devient de l'ordre du passé. Ça peut se faire comme on fait nous, les mamans, avec des gros câlins. Vas-y, pleure, et puis on peut dire tous les noms d'oiseaux qu'on veut sur ce prof. De toute façon, il est nul. Ça va mettre des fois 2-3 jours à passer, et puis des fois, ça s'accumule un peu. Avec ce logiciel, il y a vraiment une idée de reléguer ça aux archives et de permettre de rebondir beaucoup plus vite, beaucoup mieux, beaucoup plus longtemps. Donc oui, j'ai vu beaucoup d'ados et d'enfants avec des troubles, et puis les troubles d'opposition avec provocation, et puis des troubles du spectre autistique, où ça fait des choses incroyables. Oui. En parlant des enfants, en fait, tout à l'heure, vous avez évoqué que, par exemple, quand on fait un cauchemar, ça veut souvent dire que parce qu'on a eu une journée assez compliquée, difficile, etc., où on a été très sollicité. Alors que, par exemple, chez ma fille, qui fait souvent des cauchemars, par exemple, la nuit dernière, elle s'est réveillée en pleurant et tout ça, alors qu'elle avait eu une très belle journée, elle s'est bien amusée et tout ça. Donc je me demande si c'est les mêmes automatismes en fait, que vous remarquez chez les adultes versus les enfants. Alors oui, sauf que les adultes, au bout d'un moment, il y a vraiment le chapeau de la cocotte minute qui vient se visser très fort, et il n'y a même plus la soupape qui fait pchit. Pour moi, c'est toujours plutôt sain quand il y a quelque chose qui s'exprime la nuit. Après, chez les enfants, il peut y avoir un défaut d'élagage à un moment donné, et la chose qui génère le cauchemar, elle peut dater de loin. Et malheureusement, dans les sources de cauchemars, il y a quand même beaucoup les dessins animés. Donc je m'étais vraiment beaucoup penchée sur la question. Tous les Walt Disney, normalement, c'est pas au moins avant 7 ans. Or, la plupart
des enfants, ils les regardent à 3-4 ans. Il y a beaucoup de dessins animés qui ont l'air de rien, mais qui bombardent ne serait-ce que d'images. Et puis le cerveau des petits, en fait, il ne se souvient pas au bout de 15 minutes, et donc il suffit que le dessin animé, il en dure 30, ils n'ont plus du tout compris le début, la fin. Et en plus, normalement, quand on regarde la télé, on devrait regarder la télé avec nos enfants pour regarder leurs réactions, pour discuter de ce qui se passe en temps réel. Or, on le sait bien, on est tous débordés. Et donc, la télé, elle sert de babysitter. Et puis, tout ce qu'il y a comme stimulation, finalement, autour, il y en a beaucoup maintenant. Beaucoup, ils entendent parler de beaucoup de choses. Et il suffit que le cerveau n'arrive plus à traiter parce qu'il n'est pas fini. La grosse difficulté du cerveau des enfants, c'est qu'il est en pleine construction jusqu'à 25 ans. Et donc, des fois, il manque un petit quelque chose. Mais alors ça, avec le neurofeedback, moi, j'ai fait des cauchemars toute ma vie jusqu'à 38 ans quand j'ai découvert le neurofeedback et ça s'est arrêté. J'avais des allergies que je n'ai plus du tout, syndrome prémenstruel que je n'ai plus du tout. Je vous passe, mais le nombre de choses qui ont disparu. J'étais malade tout le temps, les grippes, les gastro. Voilà. Maintenant, alors si ça dure 2 jours, j'ai plus de fièvre, Enfin, c'est quelque chose qui fait qu'on est en bien meilleure santé générale. Donc plus on démarre tôt, plus on permet aussi au logiciel de faire des mises à jour. C'est sûr que quand on démarre pour certaines personnes, là, 70, 80 ans, j'en vois plusieurs qui me disent « Oh là là, mais c'est plus de mon âge » parce que le cerveau, il va tout faire à la fois. Donc vous allez aussi prendre du recul sur toute votre vie. Ça fait quand même un espèce de travail thérapeutique dans le fond. Donc moi, j'aime bien dire, c'est la thérapie à l'envers. Vous commencez par aller mieux, et puis on en discute après, parce que finalement, il y a plein de choses qui émergent, on voit les choses autrement. Moi, tout le monde m'a dit, t'as appris à dire non dans la nuit? Je dis, ah ouais, ça y est, la fonction, elle est arrivée. Sauf que d'un coup, quand une maman dit non à toute la famille, ça fait grincer, ils sont pas habitués. Et donc tout ça, ça se travaille. Et donc, même le fait d'aller beaucoup mieux, du jour au lendemain, j'avais super confiance en moi. Moi, je me disais, c'est qui celle-là? Voilà, ça fait bizarre, quand même, d'aller bien. On n'est pas habitué, parfois. Et puis, un jour, on se retrouve à faire des conférences, sans trop de stress, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez en dire plus par rapport à comment le neurofeedback peut aider dans la résolution du trauma? Alors, le trauma, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup expliqué avec le MDR. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a un travail qui doit être fait par les 2 hémisphères. Il y a l'émotion qui doit sortir et il y a le sens qui doit être mis sur ce qui s'est passé. Et souvent, quand on est percuté, le cerveau fige, il est dans la sidération et il ne se met pas à évacuer ce trop-plein d'émotions et en plus, il n'arrive pas à faire le travail d'élaboration. Quand on fait le travail avec les yeux, là, qui permet vraiment de remettre en lien et en mouvement les 2 hémisphères, ça permet d'évacuer les traumas. Le neurofeedback, il permet ça sans qu'on ait besoin de faire ça. Et pour autant, j'ai déjà vu des patients qui m'ont dit « Oh là là, il y a une partie de la séance où mes yeux, ils ont fait tout plein de trucs comme ça. On aurait dit que je faisais de l'EMDR. » Il y a quelque chose qui fait que dans le feedback qui vous est renvoyé, le cerveau se dit « Ah, ok, ici et maintenant, je ne suis plus dans le trauma. Ça, c'était le passé. » Et il y a des patients qui vont pleurer pendant la séance. Il y a des patients qui vont avoir des souvenirs d'odeurs, de choses d'il y a très très longtemps en arrière, qui des fois n'ont rien à voir avec le trauma en question. Si on n'a pas mis vraiment le doigt sur le Complètement. trauma, on n'a pas fait ça. Et souvent d'ailleurs, il y en a plein de notre enfance qu'on a complètement oublié. Le cerveau, il fait le tri, il fait l'archivage, et puis il y a du sens qui se met. Et c'est vraiment là que je dis que même si ce métier-là, si vous avez envie de quitter votre emploi et de vous reconvertir, c'est accessible à tout le monde, mais il faut quand même avoir cette envie d'accompagner les gens, de comprendre le cerveau, de comprendre le fonctionnement général. Je vois qu'il est déjà 14 h, je suis désolée. Mais n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous voulez venir, donc mercredi dans 10 jours, essayez. Si vous voulez laisser vos adresses mail pour avoir plus d'infos, et puis moi de toute façon, Perrine Jean Girard sur internet, neurofeedback, j'ai une chaîne YouTube, j'ai des podcasts, j'ai 2 sites internet, vous me trouvez facilement normalement. Vous vous demandez.